JP Morgan a récemment publié des résultats impressionnants pour le deuxième trimestre de 2024, affichant une croissance et une rentabilité robustes. Avec un bénéfice par action de 4,06 $, l'entreprise dépasse de 6% les résultats de la même période l'an dernier. Cette croissance est principalement attribuable à une augmentation des revenus d'intérêt net et des revenus hors intérêt. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, simple. On a parlé de ça dans l'accélérateur, à savoir le programme d'accompagnement en description de la vidéo. Alors, quelles sont les clés du succès de JP Morgan? Plusieurs facteurs ont contribué à cette performance remarquable. Parmi eux, on note la hausse des taux d'intérêt et c'est une arme à double tranchant, la hausse des taux d'intérêt. Vous êtes des clients dans une banque, simple. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, vous voulez également avoir un rendement supérieur par rapport à votre épargne. Et la banque également veut obtenir un rendement supérieur par rapport à ce qu'elle paye pour votre épargne. Parce que la banque, c'est essentiellement acheter et vendre de l'argent. C'est simple. Donc, quand on vous disait tantôt, oh non, les banquiers, quand les taux d'intérêt vont augmenter, elles vont gagner beaucoup d'argent. Non. C'est à double tranchant. Ça dépend. OK? Donc, l'augmentation des soldes renouvelables dans le secteur des services de carte de crédit et la croissance des frais de banque, d'investissement et de gestion d'actifs ont contribué largement ici à la croissance des bénéfices nets de la compagnie. Donc, l'acquisition de First Republic Bank, saisie par la FDIC, l'organe de régulation américaine par rapport aux banques ou aux organismes de crédit, puis vendu à JP Morgan suite à un processus d'appel d'offres, a également joué un rôle important. Malgré ces excellents résultats, JP Morgan fait face à certains défis, notamment la compression des marges sur les dépôts, tout simplement parce que les taux d'intérêt sur les dépôts sont élevés. Vous et moi déposons de l'argent à la banque et on s'attend dans le compte épargne à avoir un rendement assez élevé par rapport à ce qui est proposé en date d'aujourd'hui. Et donc, c'est une pression supplémentaire pour les banques. Donc, la diminution des soldes de dépôt, donc techniquement, si les taux d'intérêt ne vous intéressent pas sur la banque en question, vous irez ailleurs. C'est la raison pour laquelle les taux d'intérêt sur les dépôts diminuent. Et les incertitudes économiques mondiales ont contribué généralement ici à la pression supplémentaire par rapport aux marges de dépôt. Donc, cependant, l'entreprise est bien positionnée pour surmonter ces obstacles et poursuivre sa croissance. Et on prend en considération ici la baisse des taux d'intérêt. En ce qui concerne ici les perspectives d'avenir pour JP Morgan Chase devrait maintenir une performance solide dans les années à venir. Les prévisions tablent sur un bénéfice par action d'environ 17,15 $ pour l'ensemble de l'année, soit une hausse de 7% par rapport à 2023. En 2025, ce chiffre pourrait atteindre 18,35 $ par action, si l'environnement économique reste favorable. Donc, JP Morgan également a récemment augmenté son dividende trimestriel sur l'action ordinaire à 1,25 $ par action, dont 1,25 $ par action, contre 1,15 $ auparavant. L'entreprise prévoit également de poursuivre le rachat de ses actions ordinaires, ce qui contribuera à accroître la valeur pour les actionnaires. Quand je parle de valeur pour les actionnaires, c'est la valeur pour les actionnaires peut croître par rapport à deux éléments. 1. La croissance ici du PER. 2. Enfin, pas deux éléments, mais 3. Croissance PER, dividende, rachat d'actions. Quoique le rachat d'actions et le PER sont très liés. D'accord? Quoique quand on rachète les actions, ça a une influence sur le PER en question. Donc en résumé, JP Morgan Chase est une entreprise bien gérée, avec un solide historique de croissance et de rentabilité, bien sûr. Donc malgré les défis qui se présentent, elle est en bonne position pour poursuivre sa lancée dans les années à venir. Je rappelle que je suis actionnaire de JP Morgan et depuis très longtemps. Vous pouvez revoir les premières vidéos de JP Morgan sur la chaîne en question. Et en supplément de ça, les bancaires s'analysent d'une façon très particulière. Bancaires,
compagnies d'assurance. Et quand je parle de bancaire, je peux également rajouter des organismes de crédit. Et si vous voulez apprendre plus sur les bancaires, vous pouvez soit rentrer dans le pack du débutant, qui inclut analyse sur l'analyse ici des rapports financiers, l'analyse des états financiers, ainsi qu'une formation sur l'analyse des compagnies immobilières, donc les rates. Et en bonus, je pourrais rajouter ici les bancaires. OK? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que le pack du débutant n'est que l'antichambre de l'accompagnement. Et dans l'accompagnement, vous avez l'assistance qui vient avec. Et je crois à une seule chose. Si vous investissez en bourse, vous devez apprendre, vous devez absolument faire vos devoirs. Ce qui veut dire qu'on lit les rapports financiers sur X, Y et Z. Et donc, dans le programme d'accompagnement, on a tout un système pour nous permettre d'analyser n'importe quelle entreprise, qu'importe le secteur d'activité. Et dépendamment du secteur, vous avez des checklists bien particulières. D'accord? Et c'est tout ce qui est inclus dans le secteur, dans l'accélérateur ici, avec la watchlist, demande d'analyse, analyse de portefeuille, l'accompagnement qui inclut ici l'accompagnement théorique, mais également l'accompagnement pratique, parce que ici, tous ceux qui rentrent dans l'accompagnement sont des personnes qui sortiront de là avec la capacité de pratiquer. Ce n'est pas un accompagnement où on dit oh, 400 000 heures d'études. Non, 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 non. On peut faire 1 heure de formation et 40 heures de pratique. OK? Vous avez la communauté premium, parce que les gens qui investissent à long terme doivent avoir à peu près le même mindset. Ça ne sert strictement à rien d'avoir les personnes qui vont vous poser la question de savoir qu'est-ce que je dois acheter aujourd'hui. Non. Dans notre communauté, ça n'existe pas. OK? Tous ceux qui sont dans cette communauté-là ont déjà pris l'accélérateur, savent à quoi s'en tenir à court terme, à moyen terme et à long terme. Vous avez les analyses sectorielles et les notes d'analyse. Les notes d'analyse sont basées essentiellement, ainsi que les analyses sectorielles. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls par rapport aux entreprises qui, moi, m'intéressent. Et donc, quand je lis sur une compagnie, je lis également sur le secteur d'activité. Donc, ça veut dire que sur les concurrents, ce qui vous permet ici d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale. Pack du débutant, la watchlist qui vient avec la formation sur les rapports financiers, ainsi que la top newsletter où on parle essentiellement ici de l'analyse concurrentielle, qui n'est qu'une partie ici de l'analyse sectorielle. Ce qui vous permet ici de pouvoir identifier l'avantage concurrentiel de X ou Y, dépendamment des entreprises qui vous intéressent. Maintenant, si on parlait ici d'analyse quantitative par rapport à JP Morgan, et je rappelle toujours que c'est la partie la moins intéressante. Tout simplement parce que JP Morgan, je vais survoler la chose. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Crédit Agricole, BNP, Société Générale, dont j'ai parlé des bancaires sur cette chaîne en long et en large. Et je ne vais pas revenir dessus. Je vais faire simple. JP Morgan, c'est une entreprise qui a pas deux segments d'activité, mais qui a des revenus issus des services qu'elle propose, ainsi que des taux d'intérêt. OK? Les revenus issus des taux d'intérêt, ici, par exemple, Net Interest Income, représentent à peu près une 50% par rapport à ses revenus. D'accord? Et c'est important par rapport aux banques de regarder l'évolution des choses. Ici, on a 51% sur les 10 dernières années, 54% sur les 5 dernières années. Donc, on a à peu près aux alentours d'une 50%. Ce qui veut dire que quand on va regarder le tangible book value, c'est une entreprise qui peut s'échanger à 2 fois les actifs tangibles nets. D'accord? Et donc, ici, quand on prend en considération la moyenne du tangible book value sur les 10 dernières années, c'est 1,9. Sur les 5 dernières années, c'est 2. Techniquement, le tangible book value est en date d'aujourd'hui privilégié sur les bancaires, un tangible book value qui augmente année après année, non seulement en termes de volume, mais également en termes de volume par action. OK? Donc, à ce niveau-ci, on a un tangible book value aux alentours de $91. En supplément de ça, j'ai un tangible book value en termes de valeur aux alentours ici de 260 milliards. Et ça augmente année après année.
Parce que la banque fait essentiellement de l'argent avec votre cash. Et donc, son but est de maximiser son rendement, d'accord? Améliorer ici son cash au sein de la banque afin de pouvoir générer un rendement supplémentaire ici sans avoir recours au dépôt des clients. D'accord? Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, normalement, c'est une entreprise qui s'échange généralement à 2 fois les revenus. 2 fois deux fois ici les price to tangible book value. Non seulement je l'ai su en regardant les net interest income par rapport aux revenus, d'accord, mais également par rapport au tangible book value. Oui ou non? Vous avez pu l'identifier pendant que je parlais. Ce qui veut dire que si j'achète cette compagnie à 2 fois les actifs tangibles nets, avec des actifs tangibles nets qui ont tendance à croître, ça veut dire qu'on sera aux alentours ici de 180 $, 185 $ par là. Par rapport au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. Ce qui voudrait dire ici que quand on regarde le return on equity, et s'il vous plaît, sur les notes qui vont suivre, je parlerai des bancaires. Et vous allez prendre le même raisonnement en considération parce que les bancaires suivants, je vais avoir tendance à prendre un raccourci. Et donc, quand on regarde le return on equity, on se rend compte qu'il est aux alentours de 10% et plus. Une bancaire privilégie toujours un ROE supérieur à 10% parce qu'elle fait essentiellement de l'argent avec de l'argent. Donc, le ROE est pertinent ici. OK? Présentement, nous avons 15%, 16% par là. Mais n'oubliez pas que les taux d'intérêt auront un effet négatif sur cette compagnie à moyen terme. D'accord? Tout simplement parce que les bancaires en question se rémunèrent par rapport au différentiel sur les taux d'intérêt à 50%. Donc, faites attention. Et si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez soit réserver un appel ici, en cliquant juste à ce niveau, ou bien nous rejoindre sur notre Instagram, où vous pouvez poser des questions. Mais n'oubliez pas, l'accélérateur en question prend en considération uniquement les personnes qui vont rentrer dans le programme avant janvier 2025. Si vous voulez apprendre à faire du stock picking de manière sérieuse, d'accord, c'est le moment. Il n'y aura pas de moins élevé que le prix qui est présentement fixé en date d'aujourd'hui. Parce que c'est un accompagnement. Ce qui veut dire que quand je prends une décision X, Y, Z, si j'ai besoin d'un second avis, je pose des questions. D'accord? Et vous avez des modalités de paiement ici. À vous de prendre la décision qui s'impose. Sinon, vous pouvez toujours racheter des ETF. Parce que je n'encourage jamais qui que ce soit à faire de l'analyse fondamentale. D'accord? Personne. Si vous voulez faire du stock picking, apprenez à faire du stock picking correctement. Donc, en description de la vidéo, vous avez la top newsletter, le pack du débutant, ainsi que le service, l'accélérateur. Donc, par rapport à JP Morgan, pour moi, ça reste une entreprise correctement évaluée. Je dis bien correctement évaluée. Vu que c'est une entreprise qui se négocie à 50% généralement de ce qu'elle peut rapporter, je rappelle une chose, c'est une entreprise que je n'achèterai pas à plus de 10 fois les bénéfices. Surtout parce que je sais que ces bénéfices-là peuvent fluctuer avec le temps. Donc, si on prend à peu près les 5 dernières années, nous avons à peu près 39 milliards. Sur les 3 dernières années, c'est à peu près 45 milliards par là. Donc, si on prend 45 milliards à 10 fois les bénéfices, ça donne 450. Non, excusez-moi. Ça donne 450, 45 fois 10, plus le tangible book value en termes de volume, à savoir 261, plus 261, divisé par le nombre d'actions. Et je rappelle que c'est une entreprise qui va avoir tendance à racheter massivement ses actions parce que c'est une compagnie bancaire. Elles s'échangent à moins de 15 fois les bénéfices. Donc, c'est normal qu'elles rachètent leurs actions. Divisé par 2 milliards, 0.91, ça donne au total, excusez-moi, 711 divisé par 2.91
1, ça donne 244 $. Simplement dit que l'entreprise est soit correctement évaluée ou légèrement sous-évaluée. Et en supplément de ça, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Comme d'habitude, bien sûr, le lien vers la watchlist est en description de la vidéo, qui vient également avec une formation sur la lecture des rapports financiers. OK? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez également réserver un appel. Collapse All, Financial, OK? Et on vient ici, à savoir GPM, parce que dans notre communauté, on ne pose pas de question de savoir ça vaut combien aujourd'hui, est-ce que je dois acheter ou pas. Non, non, non. On vous apprend à pêcher littéralement. Vous ne devez pas être des bénis, oui, ou bien des moutons. Donc, je mets ça 244 $ et boum, ça marquera ici que la compagnie en question est légèrement sous-évaluée. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement et si vous avez des commentaires, c'est sur Instagram. Merci, au revoir. N'oubliez pas, janvier, début de la prochaine cohorte de l'accélérateur. Si vous voulez apprendre à faire du stock picking de manière sérieuse, c'est le moment. Merci.